joug et d'un autre côté, ça aide aussi les gens à bien comprendre ce qui s'est passé, qui est important non seulement d'en parler, mais là, il faut aller plus loin. Là. On a assez parlé. Là. Il faut absolument que par la suite, il y ait des actions qui se fassent puis que nos gouvernements se prennent en main parce que ça n'a carrément pas de bon sens. On parle maintenant avec Mme Myriam Kelly, qui est aussi une orpheline de Duplessis, qui fait partie du comité des orphelins de Duplessis. Mme Kelly, bonjour. Oui, bonjour, M. Godin. Alors, Mme Kelly, vous avez été à quelle crèche, vous? Moi, je ne suis pas passée à la crèche, monsieur. Je n'étais pas une orpheline. Ah, d'accord. Moi, je suis venue au monde dans la maison paternelle, chez moi. OK. Et puis, à 2 ans et demi, 3 ans, ma mère, c'est parce qu'on était une grosse famille. J'étais la plus jeune. Mm-hmm. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que après la mort de mon père, maman a décidé de me placer. Puis, dans ce temps-là, il appelait ça des dames de bienfaisance. C'était pas les CLSC, là. Mm-hmm. Et puis, cette dame-là a dit à maman, je vais placer votre fille chez des religieuses, puis elle va être très heureuse. Mais ça a tout été le contraire, M. Coderre. Vous avez été où? Contraire. Vous avez été où? Pour commencer, on m'a placé à Saint-Brigitte-Sombre, à Québec. Mm-hmm. Ensuite, on m'a placé à l'école de Jamaret, à Québec, qui est proche de Saint-Michel-Archange. Et puis, quand j'ai eu 5 ans, l'école de Jamaret a passé au feu. Donc, on décide de prendre tous les enfants qui étaient à l'école Jamaret et on nous transfère tous à l'hôpital Saint-Julien de Saint-Ferdinand d'Halifax. Et puis, c'est là, M. Godin, que mes tortures ont commencé. C'était à Halifax? À l'hôpital Saint-Julien de Saint-Ferdinand d'Halifax. C'était les Sœurs de la Charité de Québec qui étaient là. Puis, je veux mieux vous le dire tout de suite, M. Godin, je ne nommais pas toutes les religieuses pareilles de l'hôpital Saint-Julien. J'aimais un groupe de sœurs qui nous torturaient à l'hôpital Saint-Julien. Moi, j'ai eu des tortures, M. Godin. Quand j'avais 6 ans, moi, j'ai vu des religieuses battre des petites filles de 4 ans et 5 ans à cause qu'ils faisaient au lit. Moi, j'avais tellement peur que je me croisais les 2 jambes serrées, puis j'étais rendu qu'il y avait une journée, j'urinais pas, 2-3 jours sans aller faire mes besoins. Puis, à un moment donné, il y a des religieuses, pour nous punir. Savez-vous ce qu'ils nous faisaient? On nous mettait à 4 pattes à terre, puis on nous enfonçait un bâton dans le rectum. Ça se peut-tu? Ça, là, c'est arrivé quand j'ai eu l'âge de 6 ans, 7 ans et 8 ans. Ça a été mes tortures là, de mon enfance, là. Puis, rendu à 9 ans, on décide de me placer sur un étage avec des grandes malades qui avaient au-dessus de 25, 30 et 40. Puis, j'étais une petite fille de 9 ans. Puis j'étais perdue dans cette salle-là. Puis je voulais vous dire qu'en arrivant à l'hôpital Saint-Julien, on me sort un diagnostic que j'étais une arriérée mentale profonde. Ah, vous avez passé le statut du débile aussi. Oui, sans aucun examen, hein. On n'a pas passé d'examen. Et puis rendu à 11 ans, là, j'allais plus à l'école. Ça, l'école, c'était fini pour nous autres. Du moment qu'on savait babubi bobu, qu'on savait 1, 2, 2 plus 2 fait 4, à 11 ans, là, on nous envoyait sur des métiers, sur l'artisanat. Et puis moi, à 11 ans, là, j'ai commencé à travailler sur des métiers. Je faisais des bas pour les religieuses qui vendent ça en dehors de l'hôpital. Et puis rendu à 13 ans, là, M. Godin, là, on m'a changé d'étage. Puis en arrivant sur cet étage, il y avait une porte de cellule ouverte et la religieuse m'a dit, ta place est dans une cellule. Je ne savais même pas pourquoi. Je ne savais même pas pourquoi. Et puis, à part de ça, là, à l'âge de 13 ans, là, à 14 ans, là, à 15 ans, là, mes tortures ils ont commencé de vrai. J'ai été battue à la chaîne, M. Godin. J'ai pas eu aucun respect de ces religieuses-là de Saint-Ferdinand d'Halifax. À 16 ans, j'ai voulu mourir. À 16 ans, j'ai été 4 jours sans manger. J'étais attachée sur un sommier, monsieur, avec une camisole de force. Ça faisait déjà 6 jours que je torturais sur ce lit-là. Là. Puis à un moment donné, un matin, il y a une religieuse qui est arrivée dans la cellule, puis elle m'a dit que si tu manges pas un matin, regarde ce que j'ai dans les mains. Elle avait un bol de gruau, puis de l'autre main, elle avait une souris morte, M. Godin. Puis elle dit, si tu manges pas, je te l'écrase dans le gruau. Puis ça, ces choses-là, ça me fait assez mal aujourd'hui de vivre ça. Là, vous savez pas comment, M. Godin. Il n'y a aucune sœur qui vous voyait. Il y en avait-tu des... Bon, on veut pas généraliser, mais il n'y en a pas une maudite qui vous aidait? Non. M. Godin, j'ai jamais été chanceuse à l'hôpital Saint-Julien. Je peux pas vous le dire si j'ai rencontré une bonne religieuse sur mon chemin. Moi, là, on aurait dit que, je ne sais pas si c'est parce que mon nom était Kelly, ou si ma mère, à cause que ma mère était protestante, mais en tous les cas, voilà. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on m'a acharné sur moi. On m'a assez battu. J'ai sorti de là, M. Godin, là.
j'ai sorti comme de là, mes parents, quand ils sont venus me chercher là, à 21 ans, là, j'ai sorti de là, comme un enfant que vous rentrez à la maternelle. On me tenait par la main. Maman me tenait par la main. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas vu mes parents. L'hôpital Saint-Julien a caché mes parents. On m'a jamais dit que j'avais des sœurs et des frères. Vos parents, est-ce que vos parents, par la suite, est-ce qu'ils vous ont dit, ils ont essayé de vous retracer? Je pense que mes parents n'étaient pas au courant au moment que j'étais transférée à l'hôpital Saint-Julien. Les religieuses, au lieu de m'appeler Myriam, on m'appelait Marionne. On avait changé mon prénom pour pas que mes parents me trouvent. Et puis aujourd'hui, là, ma famille, là, ils ont tellement de la peine de voir ce qui se passe sur les journaux, ce que je dis aux radios, ce que je dis à la télévision, là. Mais, vous savez, mes sœurs sont toutes âgées plus que moi. Je suis la plus jeune de la famille. D'accord. Et puis aujourd'hui, là, ça me fait tellement de la peine, là, ça me fait tellement mal, là, de n'en parler. Comme je vous dis, là, c'est des choses là, que j'ai passées, là. C'est en quelle année, ça? De 1939 en 54. Ça a été les années les pires, ça. Et puis l'hôpital Saint-Julien, la Saint-Ferdinand, s'était placé dans une place, c'était campagne. Puis cette grosse bâtisse-là, là, c'était la seule bâtisse qu'il y avait là. Dans ce temps-là, il y avait à peu près peut-être 50 personnes qui vivaient dans le village. Puis il y a des personnes dans le village qui étaient au courant de ce qui se passait dans cette bâtisse-là. Ils entendaient lamenter des enfants, monsieur. Ils nous entendaient lamenter. Moi, l'hôpital Saint-Julien, monsieur, je veux emporter l'hôpital Saint-Julien devant la cour criminelle, monsieur Godert. Puis il faut que ça se fait, c'est entre les mains de la Sûreté du Québec. C'est exactement le même cas que Mount Cashel, à Terre-Neuve, le cas d'Alfred. Il faut absolument... Hey, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a des gens du ministère qui nous écoutent de la justice. Faites de quoi, là? M. Godert, là, j'ai des preuves des filles de l'hôpital Saint-Julien entre les mains des enquêteurs. Ils ont des preuves que j'ai subies. Toutes les filles de l'hôpital Saint-Julien, quand on a eu une rencontre l'année passée d'avant 64, on avait des retrouvailles de l'hôpital Saint-Julien. Les premiers mots que les filles, elles ont dit, Marianne, on pensait que tu étais morte. Il était certain que j'étais morte, que quand j'ai sorti de là, je vais vous le dire, M. Godert, on m'a quasiment brisé les deux nerfs sciatiques de la jambe. Je marchais avec mes frères, mes sœurs sur la rue, mes nièces, puis je tombais en bas des trottoirs tellement que j'avais les jambes faibles. Aujourd'hui, je suis la même chose. Myriam, malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Il reste près de 2 minutes. Pauline aimerait vous donner un petit mot et par la suite, on doit conclure l'émission. Bonjour, Myriam. Bonjour, Pauline. J'ai vraiment le goût d'appuyer ce que tu as dit tantôt parce que je trouve ça très courageux de ta part. Et je veux que le public sache qu'avant même de te connaître et de te rencontrer, Alice Quinton m'avait raconté des tortures dont tu avais souffert. Alors, je tiens à dire au grand public que Myriam Kelly ne ment pas et n'exagère pas. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Des personnes qui ne l'ont pas côtoyée depuis 30 ans m'ont rapporté exactement les mêmes choses. Et lorsqu'on t'a revu pour la première fois au premier animant des orphelines du Plessis le 13 mai 91, j'ai été témoin aussi de l'immense émoi que tu as causé auprès de ces 60 personnes. Merci, Pauline. Mais aujourd'hui, ce que je demande, Pauline, je demande aux institutions, toutes les institutions psychiatriques qu'on a passées, qu'on a été déclarées arriérées mentales, je voudrais que les institutions nous donnent la main et qu'ils se dépêchent à sortir les dossiers de là. On en a besoin urgent. Myriam, chose certaine, c'est malheureusement la fin de l'émission, mais cette émission-là, ce n'est pas une fin, ce n'est pas une conclusion. Et on va continuer, on va te donner un coup de main, je vais vous donner un coup de main et on va faire la lumière là-dessus. Il est temps qu'on fasse des pressions. On a assez parlé, on a les preuves, on va foncer dans le tas. Merci, M. Godert. Merci, Myriam. Bonjour. Pauline, c'est malheureusement... Ça a le frisson, ça a-tu du bon sens? Écoute, il reste quelques secondes. J'aimerais te remercier du fond du cœur d'avoir participé à cette émission. Je sais le bien que tu as fait. Faut pas que ça arrête là. Il est important qu'on puisse aller de l'avant avec ça. Je te remercie beaucoup et je sais qu'il y aurait eu matière à faire 3 autres heures d'émission. Je pense qu'on va en faire une. Je pense que peut-être on va faire des suites là-dessus. Je pense que c'est important. En tout cas, Pauline, je te remercie. Ceux et celles qui ont essayé de nous appeler, qui n'ont pas été capables, écoutez, on s'excuse. On vous remercie de votre patience. Ceux qui nous ont appelés, on vous remercie. Puis du plus profond de notre cœur, on vous aime. Lâchez pas. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez le comité des orphelins du Plessis. Mesdames et messieurs, si vous avez quelque chose à faire, d'une bonne action, appelez le comité des orphelins au 326-5451. Ils en ont besoin et il est temps que si on est une société civilisée, mais qu'on le démontre.
Merci tout le monde. Bonne fin de semaine. À lundi, même heure, même poste pour un point de vue. Bonjour, Madame, Messieurs, ici Claude Fournier, voici nos informations. Les employés de Canadien International craignent d'aller bientôt grossir les rangs des chômeurs. Ils ont manifesté aujourd'hui à Montréal. Les employés soutiennent que le fédéral a saboté l'entente entre Canadien et American Airlines pour une alliance stratégique en ne fournissant pas une garantie de prêt essentielle à l'accord. Raymond Talon, un porte-parole syndical, s'explique mal l'intervention du fédéral. Le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement dit déjà qu'ils ne toléreront pas un monopole et puis qu'ils vont vouloir de la compétition. Ils vont laisser entrer une ligne aérienne américaine de toute façon. Maintenant, il y a des négociations pour une fusion entre Canadien et Air Canada, fusion qui, disent-ils, se traduirait par d'importantes pertes d'emplois, surtout à Montréal, où les gens d'Air Canada ont plus d'ancienneté. Une agente de bord, Aline Arsenault. Si un fusionnement, j'ai 14 ans que la compagnie, je perds mon emploi et je regrette vraiment parce que j'adore encore après 14 ans. Alain Martineau, à Montréal. Les conditions du marché du travail ne s'améliorent pas au Canada et en particulier au Québec. Non seulement le taux de chômage reste élevé, mais il y a moins d'emplois qui sont créés. En juillet, le taux de chômage était stable à 11,6 %. Au Québec, il s'élevait à 13 %. Pour les partis d'opposition à Ottawa, c'est le signe que la reprise économique est une illusion. Ils pensent que les statistiques sur le chômage sont la preuve que la reprise économique n'a pas lieu. Le Parti libéral et le Parti néo-démocrate demandent au gouvernement d'agir pour éviter que la tendance se maintienne. Le critique économique du Parti néo-démocrate, Stephen Langdon, suggère au gouvernement d'éliminer la taxe sur les produits et services dans certains secteurs vitaux de l'économie. Un homme de 47 ans de Châteauguay, Jean Deré, a comparu aujourd'hui au palais de justice de Longueuil pour avoir proféré des menaces de mort à l'endroit d'un peacekeeper de Kanawake. L'accusé, qui a été remis en liberté moyennant certaines conditions, se souviendra longtemps des circonstances entourant son arrestation hier. L'incident s'est produit à la sortie de la cour de Kanawake. L'homme venait d'être condamné à 150 $ d'amende pour excès de vitesse. Frustré d'avoir à payer le billet qu'il contestait, il s'est retourné vers l'un des peacekeepers et lui a lancé un mot indien. Un mot qu'il avait appris il y a de ça 20 ans, du temps où il travaillait sur les chantiers avec les Indiens. Et puis je sais pas pourquoi, mais il répétait tout le temps. Comme moi je dirais putain de bordel. Lui, il disait ça. Zabinechat, ça souhait. En tout cas, ce mot indien a eu de l'effet. Et puis je me suis retrouvé dans le temps de le dire à terre. Et puis là, j'ai vu dans le temps, et puis il me serrait tellement fort à la gorge, puis tous mes membres, là, que j'ai vu la mort de passer pendant 30 secondes, je pensais mourir. L'accusé devra subir son enquête préliminaire le 31 août prochain, et d'ici là, il lui est interdit de remettre les pieds dans la réserve. Paul Genet à Montréal. À l'étranger, la compagnie aérienne SAS a dû suspendre aujourd'hui environ 90 vols en provenance de Norvège et du Danemark en raison d'une grève entrée dans son 4e jour. Les grévistes entendent protester contre un projet de suppression d'emplois et de coordination des activités avec une compagnie intérieure suédoise. C'était les actualités NTR. Voici maintenant Sport Minute. D'abord, aux Jeux olympiques, les jumelles Penny et Vicky Villagos de Montréal ont remporté la médaille d'argent de la compétition de nage synchronisée en duo. La médaille d'or est allée aux jumelles américaines Karen et Sarah Josephson. Guillaume Leblanc de Rimouski a été disqualifié au 32e kilomètre de la finale du 50 km marche. Leblanc était alors dans le peloton de tête et en route vers une autre médaille, lui qui a gagné l'argent aux 20 km. L'équipe canadienne de relais 4 x 100 mètres a été éliminée en demi-finale. Bruni Surin et Ben Johnson faisait partie de cette équipe. À la boxe, le Canadien Mark Leduc va combattre pour la médaille d'or en finale des moins de 63,5 kg. Et au tennis, notons que l'Américaine Jennifer Capriati a remporté la médaille d'or en simple. Capriati a défait en finale la favorite, l'Allemande Steffi Graf, en 3 manches. Victoire aussi en double masculin pour les Allemands Boris Becker et Michael Stich. Au baseball, les Expos affrontent de nouveau les Phillies ce soir à Philadelphie. C'est Chris Nables qui lancera pour Montréal. Et en sport automobile, selon un journal italien, le pilote français Alain Prost aurait signé un contrat de 2 ans avec l'écurie de Formule 1 Williams-Renault. Pascal Filoto, NTR Sport. Maintenant, les prévisions de la météo. Pour aujourd'hui, c'est du soleil. La nuit prochaine, le ciel demeure dégagé, minimum près de 14. Et pour demain, samedi, un ennuagement graduel est prévu en après-midi avec un maximum près de 26. Il fait d'ailleurs 26 degrés présentement à Montréal. CKVL 850, la voix de l'actualité.